Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'une étude parue dans The American Journal of Medicine. Elle traite de la base physiopathologique et des justifications du traitement ambulatoire précoce de l'infection par le SARS-CoV-2, virus à l'origine de la maladie Covid-19. Cette étude aborde donc un sujet tabou en France, le traitement précoce. Dès que l'on commence à en parler, une armée de trolls vous tombe dessus vous expliquant que tous ces traitements n'ont jamais prouvé leur efficacité. Généralement, ils arborent des études réalisées ou financées par des groupes ayant des intérêts souvent très éloignés de la santé publique. Apparemment, les scientifiques et professeurs en médecine français ne sont pas les seuls à prendre très au sérieux cette voie pour mettre fin à cette épidémie qui depuis plus d'1 an justifie des mesures privatrices des libertés les plus élémentaires, à savoir se mouvoir en tout lieu et respirer librement. Qui aurait imaginé un jour qu'en France, nous serions obligés de remplir un formulaire pour acheter une simple baguette ? Qui aurait supporté il y a quelques années que l'on nous oblige à porter un masque seul dans une rue, sous peine de se voir infliger une amende de 135 €? Pour beaucoup, ces mesures ont été acceptées, mais il suffit de se poser quelques minutes et d'y réfléchir pour se dire que tout cela ne trouve aucune justification. Ce qui nous emmène les questions suivantes. Quel but poursuit ce gouvernement ? Agit-il pour notre bien ? Et si ce n'est pas le cas, quel est ce projet pour lequel il se donne tant de mal ? Aujourd'hui, tout est fait pour promouvoir une campagne vaccinale, mais pourquoi ne pas envisager la première des mesures souhaitables lorsque nous rencontrons une telle maladie ? Traiter, traiter, traiter. Faisons un petit état des lieux de ce que nous avons subi depuis 1 an. Les masques obligatoires partout, en intérieur, en extérieur, sur nos enfants dès l'âge de 6 ans, toute la journée à l'école. Distanciation sociale, personnes âgées en dépendance privées de la visite de leur propre famille, confinement, couvre-feu, fermeture des commerces jugés non essentiels, fin des activités culturelles, musées, cinéma, salles de concert fermées, salles de sport fermées aussi, sortie limitée à 1 km, puis 20 km, interdiction de sortir d'un périmètre de 100 km. Je pourrais en trouver d'autres tant ils ont été imaginatifs. Quand il s'agit d'améliorer la condition de vie des Français, ils sont tout de suite moins inventifs. Ensuite, ils ont commencé à nous expliquer qu'ils prenaient toutes ces mesures pour éviter que les hôpitaux soient surchargés. Et pour ne pas épuiser le personnel soignant. Mais alors, pourquoi renvoyer les gens chez eux en leur demandant de prendre du Doliprane dès qu'ils sont positifs au test PCR ? D'ailleurs, pourquoi les laboratoires pratiquent-ils des tests allant jusqu'à 50 cycles alors que tous les spécialistes du monde entier s'accordent à dire qu'au-delà de 35 cycles, ce test n'a plus de sens ? Pourquoi ces mêmes laboratoires n'informent-ils pas les personnes testées positives du nombre de cycles effectués pour détecter leur positivité ? Car si une personne est positive à 35 cycles et plus, nous pouvons lui demander de rentrer chez elle et de s'isoler quelques jours. Mais dans le cas où elle serait positive à moins de 35 cycles, elle devrait systématiquement être traitée, vous ne croyez pas ? Pourquoi attendre qu'elle soit en détresse respiratoire et qu'elle arrive en réanimation dans un état de santé aggravé ? Nous pourrions sûrement limiter la casse en réduisant l'atteinte des organes durant cette phase précoce de la maladie, car c'est bien à cause de ces décisions que nos hôpitaux sont surchargés. Nous sommes aujourd'hui nombreux à nous poser ces questions, et ce n'est pas juste une attitude ou la volonté de contredire. Nous nous demandons pourquoi nous balayons systématiquement d'un revers de la main tout ce qui pourrait être fait pour mettre fin à cette épidémie. Arrêtons de dire que les traitements précoces n'existent pas et étudions-les sérieusement, sans a priori. Quel que soit le domaine, face à un nouveau problème, il est logique d'étudier toutes les solutions qui s'offrent à nous. Rien ne doit être écarté sous quelque prétexte que ce soit. C'est la base de toute approche scientifique. Au même titre, personne ne peut parler d'un consensus scientifique. Cela n'existe pas. En science, tout est vrai jusqu'à preuve du contraire. Ce qui sous-entend que tout doit pouvoir être remis en question. La science est plus liée à l'état actuel de nos connaissances qu'à une vérité à proprement parler. Par exemple, une théorie reste avant tout un ensemble d'hypothèses basées sur un raisonnement et des règles logiques. La science est en évolution constante, sans quoi nous saurions tout. Et le métier de chercheur n'existerait déjà plus. À partir du moment où quelqu'un dit qu'il n'y a pas de traitement précoce, sans même avoir étudié sérieusement toutes les possibilités, nous ne parlons plus de science, mais de croyance. Je trouve d'ailleurs tous ces médecins cathodiques, plus souvent sur les plateaux que dans leurs services, d'une arrogance sans nom. Déjà, ils sont tenus légalement de présenter tous leurs liens d'intérêt avant de parler ce qu'ils ne font jamais. Et ils se permettent de juger tous les Français en donnant les bons et mauvais points, comme s'ils avaient une quelconque légitimité pour le faire. Ils n'ont jamais été élus, mais ils participent à la prise de décisions politiques liberticides alors qu'ils ont des conflits d'intérêts. Je pense sincèrement qu'ils devraient être poursuivis pour de tels actes, c'est inadmissible.
Parlons maintenant de la gestion de cette crise sanitaire. Ne croyez-vous pas que si notre gouvernement voulait réellement mettre fin à cette épidémie, il mettrait en place d'autres mesures efficaces pour éviter la propagation ? Parlons déjà du terrain. Que faisons-nous pour que les Français soient le plus en forme possible ? Si un peuple est majoritairement immunodéprimé, il affrontera moins bien une telle épidémie. Beaucoup sont carencés en zinc et en vitamine C et D. Des observations ont montré que des personnes dans un état grave présentaient de telles carences. Nous savons aussi qu'une activité physique régulière nous rend moins sensibles à la maladie. Alors pourquoi fermer les salles de sport et limiter le périmètre pour les activités extérieures ? Avec la logique du confinement, qui ne vise qu'à nous enfermer, en nous privant d'exercice physique et d'une exposition au soleil salutaire, qui nous apporterait de la vitamine D naturelle, nous sommes à l'opposé de ce qu'il faudrait faire. C'est simple, toutes ces mesures nous affaiblissent. Comprenez bien mon approche. Ce que j'aimerais, c'est que l'on se donne toutes les chances de sortir de cette crise sanitaire et enfin que l'on parvienne à sauver des vies. Le reste n'est que bavardage sans intérêt, et je ne souhaite pas rentrer dans ces polémiques. Je vous parlais d'une étude parue dans The American Journal of Medicine. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller regarder tous ces contributeurs et j'en ai compté 23. Je ne vais pas détailler le parcours de tous ces scientifiques, il me faudrait plus d'une vidéo. Je ne présenterai que le premier, Peter A. McCullough, pour lequel j'ai fait quelques recherches. Il est professeur de médecine, vice-chef de la médecine interne au centre médical de l'université de Baylor, à Dallas, au Texas. Ce cardiologue est une autorité reconnue internationalement sur le rôle de la maladie rénale chronique pouvant présenter un risque cardiovasculaire. Il est à l'origine de plus de 1000 publications scientifiques et 500 citations à la Bibliothèque nationale de médecine. Le Dr McCullough est fondateur et président actuel de la Cardiorenal Society of America, une organisation qui se consacre à réunir cardiologues et néphrologues pour travailler sur le problème émergent des syndromes cardio-rénaux. Afin de comprendre que cet homme ne peut être attaqué sur sa méthodologie, je mettrai en avant qu'il a présidé et participé à 15 comités de surveillance de la sécurité des données pour de grands essais randomisés. Par ailleurs, il a été conseil aux sponsors et à la FDA ayant abouti à l'approbation de 15 nouveaux médicaments et de 3 nouveaux tests de diagnostic in vitro utilisés aujourd'hui dans le monde. Revenons maintenant à l'étude sur les traitements précoces. Je tiens auparavant à rappeler que je n'ai pas fait d'études de médecine. J'ai moi-même un cursus scientifique mais dans un autre domaine. Je fais donc cette démarche de recherche en toute humilité, sans prétendre détenir ou vous présenter la vérité. Je suis comme toujours ouvert à toute discussion et toute remise en question, à partir du moment où la démarche est constructive. Si je fais toutes ces recherches, c'est pour démontrer que rien n'est fait pour que les Français aient un système immunitaire renforcé, mais aussi qu'il est absolument illogique, pour ne pas dire un autre mot, d'écarter les traitements précoces. Et attention, je ne dis pas cela pour vous les personnels soignants, car je sais que vous faites tout votre possible avec les moyens qui sont les vôtres. Prenons l'exemple des médecins généralistes. Cette semaine, l'un d'entre eux a dit publiquement qu'il était contre le 3e confinement, car il pense que l'approche est mauvaise. Résultat, il vient d'être convoqué par le Conseil national de l'Ordre des médecins. Mais où sommes-nous ? Je pose sérieusement la question car je ne reconnais plus la France. Où est la liberté d'expression ? Elle doit être défendue dans tous les domaines, et surtout en médecine. Je pense que cette folie collective que nous subissons devient très grave. Ce modèle d'autoritarisme ne peut nous conduire qu'à un résultat, celui de la médiocrité. Observons maintenant quelques paragraphes de cette étude. Thérapie antivirale combinée. La réplication virale rapide et amplifiée est la caractéristique de la plupart des infections virales aiguës. En réduisant le taux, la quantité ou la durée de la réplication virale, le degré de liaison virale directe de l'épithélium respiratoire, du système vasculaire et des organes peut être diminué. De plus, les processus secondaires qui dépendent de la stimulation virale, y compris l'activation des cellules inflammatoires, des cytokines et de la coagulation, pourraient potentiellement être diminués si la réplication virale est atténuée. Puisqu'aucune forme de médicament facilement disponible n'a été conçue spécifiquement pour inhiber la réplication du SARS-CoV-2, deux ou plus des agents non spécifiques énumérés ici peuvent être envisagés. Aucune des approches énumérées n'a d'étiquette publicitaire approuvée par la réglementation pour leurs fabricants. Ainsi, tout serait à juste titre considéré comme une utilisation hors AMM acceptable. L'AMM signifie autorisation de mise sur le marché. Ce que je comprends de ce paragraphe est que nous parlons de médicaments ayant déjà été approuvés et sur lesquels nous avons un réel recul. Ils ne seront pas soumis au cycle nécessaire avant toute mise sur le marché d'un nouveau médicament. Paragraphe suivant. Pastilles de zinc et sulfate de zinc.
Le zinc est un inhibiteur connu de la réplication du coronavirus. Les essais cliniques sur les pastilles de zinc dans le rhume ont montré de modestes réductions de la durée et ou de la gravité des symptômes. Par extension, cette thérapie non toxique facilement disponible pourrait être déployée dès le premier signe de Covid-19. Les pastilles de zinc peuvent être administrées 5 fois par jour pendant 5 jours et prolongées si nécessaire, si les symptômes persistent. La quantité de pastilles de zinc élémentaire est inférieure de 25% de celle d'un seul comprimé quotidien de sulfate de zinc de 220 mg. Cette dose de sulfate de zinc a été utilisée efficacement en association avec des antipaludiques dans le traitement précoce des patients ambulatoires à haut risque par Covid-19. Nous parlons là d'antipaludiques. Vous voyez de quel médicament il s'agit ? Continuons. Paragraphe suivant, les antipaludiques. L'hydroxychloroquine, HCQ, est un médicament antipaludique anti-inflammatoire qui altère le transfert endosomal des virions dans les cellules humaines. HCQ est également un ionophore de zinc qui transporte le zinc de manière intracellulaire pour bloquer l'ARN polymérase, ARN dépendante du SARS-CoV-2, qui est l'enzyme de base de la réplication du virus. Petit rappel, le SARS-CoV-2 est le virus, la Covid-19, la maladie. On peut avoir des traces de SARS-CoV-2 sans avoir déclaré la maladie. Les études rétrospectives et les essais randomisés actuellement achevés ont généralement montré ces résultats. Lorsqu'ils sont commencés tard dans le cours hospitalier et pour de courtes durées de temps, les antipaludiques semblent inefficaces. Lorsqu'ils sont commencés plus tôt dans le cours hospitalier pour des durées progressivement plus longues et en ambulatoire, les antipaludiques peuvent réduire la progression de la maladie, prévenir l'hospitalisation et sont associés à une mortalité réduite. Dans une étude rétrospective en milieu hospitalier portant sur 2541 patients hospitalisés pour Covid-19, le traitement associé à une réduction ajustée de la mortalité était l'hydroxychloroquine seule, avec un hasard ratio de 0,34. Et mêlé à l'azithromycine, le hasard ratio descend à 0,29. De ce que j'en ai compris, si le hasard ratio est inférieur à 1, le traitement apporte un réel bénéfice. Ce qui est dit ici est qu'un traitement à base d'hydroxychloroquine réduit l'inflammation pendant la phase précoce de la maladie et ainsi réduit la mortalité. Associé à de l'azithromycine, les résultats sont encore meilleurs. L'hydroxychloroquine a été approuvée par la Food and Drug Administration des États-Unis en 1955 et a été utilisé par des centaines de millions de personnes dans le monde depuis lors. Il est vendu en vente libre dans de nombreux pays et a un profil de sécurité bien caractérisé qui ne devrait pas déclencher une alarme indue. Bien que l'allongement asymptomatique de l'intervalle QT soit une complication bien connue et peu fréquente inférieure à 1% de l'hydroxychloroquine, il est possible que dans le cadre d'une maladie aiguë, des arythmies symptomatiques puissent se développer. Les comités de sécurité et de surveillance des données n'ont déclaré aucun problème de sécurité dans aucun essai clinique publié à ce jour. Les patients rares ayant des antécédents personnels ou familiaux, de syndrome QT prolongé, et ceux qui prennent des médicaments contre-indiqués prolongeant l'intervalle QT, par exemple le dofétilide, le sotalol, doivent être traités avec prudence et un plan de surveillance de l'intervalle QTC en milieu ambulatoire. Un régime hydroxychloroquine typique est de 200 mg pendant 5 jours prolongé à 30 jours pour les symptômes persistants. Une dose minimale suffisante de hydroxychloroquine doit être utilisée, car à des doses excessives, le médicament peut interférer avec la réponse immunitaire précoce au virus. Faisons un petit résumé. Nous sommes face à une nouvelle étude réalisée par des sommités mondialement reconnues. Elle a été réalisée dans les règles de l'art sur un panel de 2541 personnes hospitalisées pour Covid-19. Il a été établi que l'administration de zinc, d'hydroxychloroquine et d'azithromycine réduisait considérablement la réplication du virus durant la phase précoce, et qu'en limitant cette réplication, elle réduisait le nombre de cas graves et donc la mortalité. Il est juste mentionné qu'une attention particulière doit être portée aux personnes ayant des problèmes ou des antécédents cardiaques, ce qu'apparemment savent faire nos professionnels de la santé. Combien de temps allons-nous encore accepter cette politique sanitaire ayant pour seul objectif la vaccination alors qu'un traitement existe depuis le début ? Ce que dit cette étude est clair, beaucoup de vies auraient pu être épargnées. Je ne suis pas là pour faire le procès des différents acteurs qui ont tout fait pour empêcher ce protocole, mais je crois qu'il est plus que temps de regarder la réalité en face et de faire le nécessaire pour que les malades aient toutes les chances de s'en sortir. Commençons par autoriser les médecins généralistes à prescrire ce traitement aux malades sans problème cardiaque, qui eux devront être suivis en ambulatoire.
Nous ne pouvons plus entendre qu'il n'y a pas de solution. Elles existent et continuer à les ignorer serait... Je pense qu'il est important de faire connaître cette étude au plus grand nombre. Je vous remercie par avance pour tous vos partages, vos likes et pensez à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt les amis.